Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous rappelle que l'émission est diffusée à partir de Montréal au Québec, donc au Canada. Et nous mettons cap sur les réalités africaines, pourquoi pas ici même en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Une grande dame, elle est montréalaise. Elle est, en fait, je dois le lire parce que je ne veux pas me tromper du tout. Elle est une gémologue. Elle est titulaire du Fellowship of the Gemological Association of Great Britain. Oh là là, je suis déjà moi-même très impressionné. Bonjour Lauriane, comment ça va? Bonjour, bonsoir, Monsieur Henri, comment ça va? Ben, ça va, c'est un honneur et un grand plaisir, ma chère, que de te recevoir à cette émission. Je vais aller droit au but. Gémologue. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, la gémologie, c'est l'identification, la science et l'étude des pierres précieuses. Donc, dans le fond, mon travail, c'est un peu comme les géologues avec la roche et les minerais, excepté que moi, ce sont les gemmes. Donc, je vais dans les pays, je vais dans les mines, je vais acheter dans les marchés les pierres brutes ou les pierres taillées, précieuses ou semi-précieuses, et ensuite, je les ramène à Montréal. Je les taille ou je les mets à neuf et je les revends aux joailliers ou aux bijoutiers du Canada. Disons, c'est quand même quelque chose, là. C'est toute une profession. C'est quand même quelque chose. Puis on en apprend beaucoup parce qu'il y a beaucoup de découvertes, il y a toujours de nouvelles pierres dans le monde, et c'est beaucoup d'études, il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce monde-là. C'est quand même un monde qui existe depuis l'Antiquité, voire avant. Si vous vous rappelez les Égyptiens, les bijoux, les tsars. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quasiment aussi longtemps que l'être humain, les parures. Donc on en apprend encore tous les ans, il faut rester à l'affût. Comment expliquer cet intérêt? Depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je ramasse tout ce qui brille à terre. J'ai ramassé les bouts de vitres, j'ai ramassé les bouts de plastique, j'ai ramassé les petites roches à terre. Je n'ai jamais eu mon regard vers le ciel. C'est à peine si je sais de quelle couleur il est. C'était toujours vers le sol. Comme ça, de vous-même, par hasard. Il n'y a pas quelqu'un quelque part dans la famille, très très loin quelque part, qui avait déjà dans ces éléments? Alors, oui, mon grand-père. Mon grand-père qui a vécu au Katanga, au Congo, pendant beaucoup d'années. Qui est monsieur? Qui est monsieur Raoul, et qui était mineur. Il était mineur dans les mines de malachite et de cuivre. Et alors, il est mort quand j'étais très jeune, donc je n'ai jamais pu lui montrer que sa passion a continué à travers sa petite fille. Il a pu contaminer sa petite fille. Il a contaminé sa petite fille et il ramenait toujours à la maison des spécimens minéralogiques. Parce que dans la mine, tant qu'on ne touchait pas au cuivre ou au malachite, le reste, c'était pas important pour la compagnie minière. Donc, il ramenait toujours des spécimens à la maison, il racontait toujours des histoires. Il avait même perdu un doigt dans un éboulement de la mine. Donc, il faisait toujours des blagues avec ce doigt manquant-là quand j'étais jeune. Ça a été une inspiration. Et je pense que là où il est aujourd'hui, j'espère qu'il est bien fier de moi d'avoir continué sa passion. Il doit être très, très fier. Vous voyagez beaucoup au travers la planète. Oui. Pour aller vous-même sur place. Dans les mines même, on a vu des photos, maman, vous avez le courage de descendre, parce que j'avoue que moi, j'aurais pas pu le faire. C'est assez clair, on m'aurait dit non, merci. Vous descendez vraiment. Pourquoi aller jusqu'au fond? C'est la passion. Je voudrais acheter des pierres tout en respectant le droit humain. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, je trouve que c'est important de regarder les conditions. Ça veut dire quoi, ça, respecter les droits humains? Je voudrais voir les conditions dans les mines. Je veux voir si les gens sont payés, je veux voir si les gens sont logés, je veux voir si les gens sont là de leur plein gré dans les mines pour travailler, et je voudrais acheter à la source. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas où il y a des personnes qui ne sont pas là de leur plein gré, c'est ça? Vous en avez entendu parler? Il y a 20 ans, je vous dirais qu'il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on s'est beaucoup amélioré, les mines sont beaucoup plus strictes, la sécurité est beaucoup plus stricte, mais il y a encore malheureusement des mines, même au Congo, il en existe encore, où les gens sont là pour survivre, mais pas nécessairement là de leur plein gré. J'essaie de ne pas encourager ce genre de mines-là, que ce soit à Madagascar, au Vietnam, au Sri Lanka, n'importe où. Mais comment? Je vais voir. Je vais voir avec mes yeux, est-ce que ces gens-là sont bien traités? Est-ce qu'ils sont heureux d'être là? Est-ce qu'ils font un travail où ils ont le choix de partir quand ils veulent? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là par passion. C'est comme quand on trouve une pierre précieuse, on a réussi à gagner au casino. Et là, on a la folie, on veut en trouver d'autres. Donc les gens sont là pour essayer d'avoir, on va dire, le jackpot et trouver les richesses, ou
Ils sont là parce que c'est une mine qui appartenait à leur famille depuis des générations. Ils sont là par choix, ils veulent continuer la tradition familiale. Exemple au Vietnam, ce sont beaucoup les femmes et les hommes qui vont dans les rivières pour miner dans des secteurs qui sont à eux depuis des générations. Et au marché de pierre, ce sont les femmes qui dealent avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on retrouve au marché des pierres comme produit? Alors, on peut retrouver des pierres brutes. On peut retrouver des pierres brutes qui vont servir, on va les mettre en poudre, exemple le diamant de qualité commerciale, on va le mettre en poudre et on va faire des abrasifs. On va retrouver les pierres de qualité, de belle qualité, donc pour faire des bijoux, pour faire directement mettre ça, sertir dans des bagues. On va y retrouver brutes ou déjà taillées sur place, dépendant dans quel pays on est. Mais on va retrouver plein de sortes. Alors là, je vais vous nommer des noms, des rubis, des émeraudes, des diamants, des saphirs. Donc tout ça, ce sont des pierres qui vous est peut-être familières. Et on va retrouver beaucoup de ces choses-là sur les marchés ou dans les villages miniers même, sur place. Mais les lois, en fait, de ces pays, lorsque vous arrivez, par exemple, dans un pays tel que le Vietnam ou d'autres pays d'Afrique comme tel, est-ce que ça pose problème? Alors, ça dépend de chaque pays. Un exemple, la Tanzanie. Oui. Quand j'ai été en Tanzanie, on a été directement dans les mines, on a été très bien reçus. Les gens sont... La plupart des mines qui sont tenues par les compagnies privées sont très bien entretenues. Et là, quand on veut acheter du brut, pour les Tanzanites, qui sont la pierre reconnue en Tanzanie, c'est une belle pierre bleue saphir, on peut en sortir pas plus de 2 grammes brut du pays pour tailler. Ça, c'est légalement? Ça, c'est légalement. Oui. Sinon, quand c'est au-dessus de 2 grammes la pierre brute, il faut qu'elle soit taillée au pays même pour aider à l'économie. Donc, ils font travailler les tailleurs du pays pour toutes les pierres qui sont plus grosses que 2 grammes. Donc, ils veulent transformer leur matière première sur place. Eux-mêmes, exactement. Et c'est pour encourager l'économie. Et ça a permis à plusieurs personnes d'avoir du travail parce qu'on avait besoin de plus de tailleurs pour l'importation, l'exportation. Et toutes les autres pierres, donc grenat, tourmaline, spinel, ça c'est aussi dans les 2 grammes et plus ou 1 gramme et plus. Donc en ce moment, il y a plusieurs pays avec différentes lois de quelle pierre on a le droit de sortir, de quelle grosseur on a le droit de sortir et si c'est approuvé ou non par le gouvernement. Il y a une exception, ce sont les spécimens minéralogiques. Donc si on a un beau cristal de tanzanite qu'on ne va pas tailler, et qu'on va laisser comme ça, comme collection, disons, pour mettre dans un musée, là, on a le droit de le sortir du pays plus gros que 1 gramme ou 2 grammes. Dis donc, mais entre nous, ça rapporte, ça? Que voulez-vous dire? On gagne du fric, ma chère. non, mais ce sont les pierres précieuses. Alors, les gens pensent souvent qu'on fait fortune dans les pierres précieuses. Oui et non. Je trouve que c'est un peu jouer au jeu. Parce qu'il y en a une qu'on va acheter très cher et finalement on va l'avoir acheté trop cher, on va la tailler, on va perdre du brut parce que quand on taille une pierre brute pour faire une pierre taillée, on perd 40 à 60% de la matière. Ah tiens. Donc il faut qu'on calcule notre perte et savoir si on va faire assez d'argent. Donc des fois on va acheter un brut, on va se dire chouette, ça je vais pouvoir doubler ma mise. Finalement on la taille, il y avait une fissure qu'on n'avait pas vue. Donc, il faut qu'on la taille plus petite que prévu. On a perdu de l'argent. Mais la matière restante, est-ce qu'on ne peut pas en fait en servir? Non. Non, pas du tout. C'est de la perte. Beaucoup, sur quasiment tous les cas, c'est de la perte. Parce que si on réussit à scier la pierre en deux et à faire 2 petites pierres, tant mieux. Mais si on la taille, ça devient de la poussière qui est mélangée avec l'eau, avec l'abrasif du lap. On ne peut plus rien faire avec. D'accord. Mais ça veut dire que vous êtes quelque part... je dirais, vous êtes tout finalement. Vous êtes l'ingénieur, vous êtes l'architecte, vous êtes le créateur, vous êtes en fait l'artiste parce que vous arrivez vous-même à tailler. Donc là, ça prend une certaine concentration et vraiment, c'est un travail artistique, de carrément créativité. Sur quoi vous vous inspirez pour tailler carrément différentes pierres? Est-ce qu'il y a-t-il des... Je pose la question parce que je suis ignorant. La taille, au début, je l'ai fait parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait, quoi faire, et parce que si je voulais acheter du brut, je voulais savoir à quoi m'attendre. Donc, j'ai appris la taille pour ça. Maintenant, la taille de pierre, vous avez différents styles. Vous avez le facettage, qui sont les pierres, comme vous voyez ici, très brillantes, ou comme le diamant. Vous avez les cabochons, qui sont les pierres avec un fond plat et un dôme, qu'on voit aussi souvent dans les bijoux.
et vous avez la gravure. Donc les sculptures en jade, les bracelets que vous voyez, les belles sculptures d'oiseaux en pierre, la gravure. Donc vous avez ces 3 styles de taille-là. Et ce qui est important, c'est la concentration et la patience. Parce que si vous ne taillez pas bien une pierre, elle peut éclater en 1000 morceaux. Et là, vous avez tout perdu. Si vous ne savez pas, chaque pierre va être polie de manière différente. Il y en a une qui va être polie avec de la poudre de diamant, une qui va être polie avec de la poudre de cérium, une qui va être polie avec une autre poudre. Donc chaque pierre a son caprice, sa manière d'être taillée et le temps que ça prend pour la tailler. Et quand on imagine une taille, donc la question que vous m'avez posée, comment est-ce que je sais comment je vais la tailler? Je regarde le brut, je regarde la forme qu'il a, je regarde s'il a beaucoup d'inclusion ou pas, donc c'est les défauts dans la pierre, et ensuite je décide, bon, est-ce que je vais faire un rond, un ovale, un triangle, dépendant de ce que je veux faire avec ce brut-là. Et là ensuite, je vais sur un programme internet où je peux designer moi-même en 3D la taille et comment elle va être faite avec les angles, avec toutes les facettes sur la pierre. C'est vraiment un travail artistique, c'est vraiment un travail de créativité et de concentration. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être minutieux. Parce que chaque pierre, la brillance de cette pierre-là dépend à quel point on a fait la taille bien, symétrique et bien polie. Maintenant, on parle quand même d'un domaine très très spécialisé où ça prend une très grande patience. Les commerçants. Oui. Comment ça fonctionne avec ces gens-là? Est-ce que c'est facile pour eux, pour vous, de transiger avec les différents commerces? Chacun doit avoir certainement ses goûts, chacun a ses politiques, chacun a son budget. Comment ça fonctionne pour vous? Alors, moi je suis ce qu'on considère comme une grossiste en pierre. Donc je suis, on va dire, le premier arrêt pour les bijoutiers et les joailliers du Canada. Ils viennent à mon bureau, ou ils m'appellent, ou ils m'envoient un message, et ils me disent, écoute, Lauriane, j'ai besoin de 50 rubis ovales, 6 par 4 mm, de telle qualité, tel prix, telle couleur. Donc là, je dis, OK, je vais préparer tous les rubis, je vais faire en sorte qu'ils soient tous exactement de la même couleur, le même prix, la même qualité. Je vais leur envoyer, qu'on appelle en mémo, donc je vais leur envoyer pour 3 semaines. Ils vont sélectionner les pierres qu'ils aiment et me renvoyer celles qu'ils n'ont pas choisies. Pareil, si vous allez dans une bijouterie, vous voulez vous faire une belle chevalière et vous voulez une pierre bleue, mais vous n'êtes pas sûr quelle pierre vous voulez. Donc là, ils vont me téléphoner, ils vont dire, écoute, j'ai besoin d'une pierre bleue, de pierre bleue, dans tel budget, telle couleur. Donc là, je vais leur envoyer une tanzanite, un saphir, un spinel, avec différentes, on va dire, teintes de bleu. Ils vont vous les présenter à la bijouterie, donc je leur prête les pierres. Vous allez choisir votre pierre bleue, mettons que vous avez choisi le saphir, et ils vont me renvoyer toutes celles qui n'ont pas été choisies. Donc comme ça, ils n'ont pas besoin d'acheter tout le temps pour traîner une grande collection dans leur coffre. Ça dépend lesquels. Il y a des bijouteries qui préfèrent toujours acheter tout et garder en stock dans leur coffre. Mais il y en a d'autres, ils vont venir emprunter les pierres pour être sûr d'avoir quelque chose dedans que le client peut choisir et ensuite renvoyer le reste. Et on est connu beaucoup sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, et on fait aussi beaucoup de shows, des shows de pierres aux États-Unis, au Canada et un peu partout. Pour aller attirer, en fait, pour aller directement vers une clientèle quand même, je veux dire, spécialisée. Exactement, parce qu'on ne vend pas au grand public, on vend uniquement aux professionnels. Donc pour faire de la publicité, on va dans les shows où les professionnels ont accès, sur les sites internet et pareil, sur les réseaux sociaux. Et comme je vous avais déjà parlé dans mon email, un gem show aux États-Unis qui s'appelle le Tucson Gem Show, qui est le plus grand gem show au monde. Donc là, tout le monde, de partout dans le monde, viennent dans ce gem show et partagent leurs contacts, achètent les pierres et font leur kiosque et leur collection là-bas. Lauriane, je suis très impressionné et très content. En fait, l'une de mes dernières questions, non pas la moindre, l'Afrique. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec vous, là? Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Cet amour de l'Afrique. L'Afrique, c'est mon cœur. C'est là où j'ai vécu mon enfance, au Congo, en République démocratique. Tu es donc ma sœur, là? Oui. Oui. C'est mon amour de la chaleur, de la vie là-bas, de la bonté des personnes que j'ai rencontrées, des amis. Pour moi, voyager en Afrique, c'était aussi pour continuer d'aller
là où mon cœur a trouvé sa maison. Donc oui, je vais acheter des pierres, mais j'y vais aussi par plaisir. Parce qu'il faut que j'y retourne une fois de temps en temps. J'ai vécu là-bas environ 7 ans. J'y retourne à chaque année. J'ai encore de la famille là-bas. J'ai encore des amis là-bas. C'est vraiment ma maison qui n'est pas la maison. Disons que tu es chez toi là-bas, ça c'est sûr. Oui. Le Canada, c'est le pays qui m'a accueilli et je resterai ici probablement toute ma vie. Mais je ne peux pas rester loin du Congo ou de l'Afrique longtemps. Doriane, je dois vous dire, en fait, avant de terminer, est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour le public qui nous regarde actuellement par rapport aux femmes aussi ou à certains jeunes qui peut-être aimeraient travailler dans votre domaine? On m'a déjà dit que la chance vient à ceux qui essayent. Donc, tant que vous n'essayez pas, pour que ce soit pour les femmes, pour les jeunes enfants, pour les hommes, peu importe, tant que vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Et la pire réponse qu'on peut vous donner, c'est non. Le fait que j'ai écrit dans des magazines, le fait que j'ai fait des conférences, le fait que j'ai ouvert mon entreprise, tout ça, c'est grâce à des personnes que j'ai contactées, que j'ai essayé, que j'ai dit, écoutez, je peux faire ça, je peux écrire pour vous, est-ce que vous me donnez ma chance? Certains m'ont dit non, ce n'est pas grave, j'ai réessayé. Certains m'ont dit oui, c'est un peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Essayez. Bien, franchement, merci encore une fois. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes